Oubliez l'image romantique de l'Afrique. Ici, la paix est un mensonge et le silence n'est que le prélude à un massacre. Bienvenue dans le plus bel enfer de la Terre. Dans cette arène de poussière et de feu, 3 millions d'animaux se réveillent. De chaque matin avec une seule certitude. Aujourd'hui, quelqu'un va mourir pour qu'un autre puisse vivre. Du léopard qui broie des os dans l'obscurité au troupeau de gnous qui noie à l'horizon dans une ruée de panique aveugle, la règle est absolue et brutale. Tuer ou être mangé. Ici, la vitesse est une religion et la force est la loi. Il n'y a pas de trêve. Il n'y a pas d'arbitre. Et sous le regard indifférent du soleil brûlant, une chose est claire. Cet endroit ne pardonne pas, n'oublie pas, et surtout, n'a aucune pitié. Avant de faire le premier pas sur cette terre de sang et de poussière, assure-toi de ne pas marcher seul, car les solitaires sont les premiers à tomber. Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre le groupe le plus fort de cette chaîne. Cliquez sur « J'aime » si vous pensez avoir l'instinct nécessaire pour survivre à ce voyage et activez la cloche. Ici, l'alerte précoce est la seule différence entre être le chasseur ou la proie. Sous le soleil implacable de ces plaines infinies, où l'horizon semble se fondre dans la chaleur, se déroule le plus grand spectacle de mouvement terrestre de la planète. La Terre elle-même semble trembler, non pas à cause d'un tremblement de terre, mais à cause de l'impact rythmique de millions de sabots. C'est le domaine du gnou, l'architecte involontaire du Serengeti et la pierre angulaire de sa chaîne alimentaire. Loin d'être une créature d'une élégance esthétique, le gnou est un chef-d'œuvre d'ingénierie évolutive conçu pour la résistance. Son anatomie étrange, avec des membres antérieurs robustes et un dos incliné, lui permet de maintenir une foulée économe en énergie qu'il peut soutenir pendant des jours entiers sans se fatiguer, parcourant des distances de près de 3000 km dans un cycle annuel perpétuel. Son museau large et plat agit comme une faucheuse biologique, lui permettant de consommer l'herbe courte et riche en phosphore qui pousse après les pluies, une source d'énergie que son système digestif de ruminant traite avec une rapidité remarquable. Cependant, sa stratégie de survie la plus étonnante n'est pas individuelle, mais collective. Dans un phénomène de synchronisation biologique presque parfaite, les femelles coordonnent leur cycle reproductif de manière à ce que, en l'espace de 3 semaines seulement, près d'un demi-million de petits naissent. Cette tactique, connue sous le nom de « satiété des prédateurs », inonde la savane d'un nombre de proies vulnérables supérieur à ce que les carnivores peuvent consommer, garantissant mathématiquement la survie d'une génération. Chaque petit, doté d'une vigueur extraordinaire, doit se lever et courir au rythme du troupeau quelques minutes après sa naissance, s'intégrant dans cette marée vivante qui coule sans cesse à la recherche de pâturages frais et d'eau. Entremêlés dans cette masse vivante de gnous, des silhouettes émergent, rompant la monotonie de la poussière avec un motif hypnotique en noir et blanc. C'est là qu'entre en scène le zèbre des plaines, uni à ses cousins les gnous non par loyauté, mais par stricte nécessité de survie. Leur relation est une synergie parfaite pour le pâturage. Tandis que le gnou recherche les pousses tendres, le zèbre agit comme une avant-garde blindée. Contrairement aux ruminants sélectifs, le zèbre possède un système digestif à fermentation sécale, moins efficace pour extraire les nutriments, mais capable de traiter de grandes quantités de nourriture à grande vitesse. Avec leurs incisives supérieures et inférieures solides, des outils dont le gnou ne dispose pas, les zèbres coupent ces tiges hautes, dures et fibreuses de l'herbe sèche. En dévorant cette couche supérieure de mauvaise qualité, ils exposent le tapis et nutritif qui se trouve en dessous, préparant littéralement la table pour les légions de gnous qui les suivent. Mais dans le Serengeti, être visible est un risque mortel, et le zèbre porte une cible sur le dos. Cependant,
Leur pelage n'est pas une erreur de la nature, mais un mécanisme de défense optique sophistiqué appelé éblouissement par mouvement. Lorsque le troupeau panique face à l'attaque d'un prédateur, les rayures de centaines d'individus se superposent et s'entremêlent visuellement, rendant presque impossible pour un lion d'isoler le contour d'un seul animal afin de calculer son attaque finale. De plus, ce motif perturbe les systèmes visuels des mouches tsetse et des taons, des parasites implacables qui sucent le sang et transmettent des maladies, rendant les zèbres difficiles à atteindre pour ces insectes. Sous cette apparence voyante se cache un tempérament nerveux et agressif. Les étalons défendent leurs harèmes avec une férocité incalculable, donnant des coups de sabots arrière capables de briser la mâchoire d'un lion ou de fracasser le crâne d'un léopard. Toujours sur leur garde, ils dorment à tour de rôle, gardant une vigilance à 360 degrés, avec des oreilles qui tournent comme des radars indépendants pour détecter le craquement d'une branche sèche à des dizaines de mètres de distance. Dans le sillage des géants blindés et des architectes des prairies, apparaît une silhouette beaucoup plus légère, presque éthérée. Là où les zèbres ont fauché les tiges hautes et fibreuses, elles révèlent les pousses les plus basses et les plus riches en protéines, le carburant exclusif et nécessaire au moteur haute performance de la gazelle de Thomson. Si le gnou est synonyme d'endurance et le zèbre de force brute, la Tommy est pure vitesse explosive et névrose vitale. Elle est la monnaie d'échange la plus courante dans l'économie macabre du Serengeti, nourrissant un large éventail de prédateurs, du chacal au guépard. À première vue, elle semble fragile, marquée par cette bande noire horizontale distinctive sur le flanc qui brise sa silhouette au loin. Mais sa physiologie est une merveille de biomécanique légère. Ses pattes sont fines comme des baguettes, dépourvues de poids musculaire inutile aux extrémités afin de maximiser la fréquence de foulée, agissant comme des ressorts à haute tension. Il vit dans un état de paranoïa perpétuelle, souligné par le mouvement incessant de sa queue, un métronome d'anxiété qui ne s'arrête jamais. Cependant, lorsque la menace se concrétise, la gazelle déploie une contre-mesure psychologique déconcertante, connue sous le nom de stotting ou pronking. Avant de s'enfuir, elle effectue une série de sauts verticaux rigides, s'élevant dans les airs avec ses 4 pattes droites et le dos arqué. Ce n'est pas un acte de panique, mais un signal honnête et arrogant adressé directement au prédateur. Je possède un tel excès d'énergie et de forme physique que je peux me permettre de le gaspiller en sautant. Je ne vaux pas la peine que tu me poursuives. En pleine course pour sa survie, il peut atteindre des vitesses de 80 km/h, mais son vrai avantage, c'est sa maniabilité. Il peut faire des virages à 90 degrés sans perdre de traction, défiant l'inertie d'une manière qui casserait les chevilles d'un poursuivant plus lourd. En plus, elle a une adaptation invisible super importante. Un système de refroidissement cérébral spécial, un réseau de capillaires appelé ret mirabile, qui refroidit le sang avant qu'il n'atteigne le cerveau. Ça lui permet de faire des sprints super intenses sous un soleil de plomb sans avoir de lésions cérébrales thermiques, poussant son corps à la limite absolue où la vie et la mort se jouent à quelques millimètres près. Alors que la gazelle de Thomson trace des lignes de panique à l'horizontale dans la savane, la compétition pour les ressources pousse la vie dans une autre direction, la verticale. Laissant derrière elle l'herbe piétinée, la vue s'élève vers la cime des Acacia tortili, où règne un géant qui a échappé à la compétition au niveau du sol, la girafe. Cet animal n'est pas simplement grand, c'est une anomalie physiologique ambulante qui défie la gravité à chaque seconde de son existence. Pour pomper du sang oxygéné vers un cerveau situé à 3 mètres au-dessus du cœur, la girafe a besoin du moteur cardiovasculaire le plus puissant de la plaine. Son cœur, un muscle colossal pesant plus de 11 kilos,
génère une pression artérielle systolique 2 fois supérieure à celle de tout autre mammifère. Si un humain avait cette pression, ses artères éclateraient instantanément. Cependant, la girafe a des parois artérielles renforcées et une peau super serrée sur ses pattes qui agit comme une combinaison anti-G naturelle, empêchant le sang de s'accumuler dans les extrémités et de causer des œdèmes mortels. Sa vie est une guerre botanique constante contre les acacias. Ces arbres ont développé des épines blanches, dures comme des aiguilles d'acier et pouvant atteindre 7 cm de long pour dissuader les brouteurs. La girafe répond avec une langue préhensile de 50 cm, musclée et recouverte d'une salive épaisse et collante qui encapsule les épines, lui permettant de les avaler sans se blesser. De plus, cette langue a une forte concentration de mélanine, ce qui lui donne une couleur pourpre foncée ou noire, une adaptation essentielle pour éviter les coups de soleil lorsqu'elle se nourrit pendant les heures les plus chaudes de la journée. Malgré sa maîtrise des hauts-hauteurs, la girafe a un talon d'Achille, l'eau. Son cou est trop court pour atteindre le sol sans contorsion. Pour boire, elle doit ouvrir ses pattes avant dans un angle précaire ou s'agenouiller, une posture qui compromet son centre de gravité et annule sa capacité de fuite immédiate. À ce moment-là, la pression sanguine qui se précipite vers sa tête lorsqu'elle l'abaisse pourrait lui causer un accident vasculaire cérébral s'il n'y avait pas un système complexe de clapets anti-retour dans la veine jugulaire et un réseau de vaisseaux spongieux à la base du cerveau qui amortissent le choc hydraulique. C'est à ce moment de vulnérabilité biomécanique que les lions coordonnent leurs embuscades, sachant que le géant est momentanément hors d'état de nuire. Là où la girafe se faufile avec une précision chirurgicale entre les épines des acacias, arrive une force de la nature qui ne cherche pas à s'adapter au paysage, mais à le soumettre à sa volonté. Le fragile équilibre de la forêt d'acacias est menacé par l'arrivée des véritables architectes du Serengeti, les éléphants africains. Si la girafe est la tour de guet, l'éléphant est le char de démolition. Avec un poids pouvant dépasser 6 tonnes, ce titan a besoin de consommer plus de 300 kg de végétation chaque jour pour nourrir son immense corps. Ce besoin métabolique insatiable, en fait, un ingénieur des écosystèmes à la fois destructeur et essentiel. En abattant des arbres entiers pour atteindre les feuilles supérieures ou en arrachant l'écorce riche en minéraux, il transforme les forêts denses en plaines ouvertes, permettant à la lumière du soleil d'atteindre le sol et à l'herbe de pousser pour nourrir les troupeaux de gnous et de zèbres, bouclant ainsi le cycle de dépendance de la savane. Son outil principal est une merveille de l'évolution biologique, la trompe. Ce n'est pas simplement un nez allongé, mais une fusion de la lèvre supérieure et du nez qui contient plus de 40 000 unités musculaires individuelles, soit plus que tous les muscles du corps humain réunis. Grâce à lui, l'éléphant possède une dualité redoutable, la force brute nécessaire pour arracher un tronc de ses racines et la dextérité motrice nécessaire pour ramasser une seule gousse de graine sur le sol. En plus, ses défenses, qui sont des incisives modifiées en ivoire, servent de levier et d'armes. Bizarrement, tout comme les humains sont droitiers ou gauchers, les éléphants préfèrent une défense à l'autre, usant plus le côté dominant. Mais leur taille pose un problème thermodynamique critique dans la chaleur du Serengeti. Avec un faible rapport surface sur volume, ils retiennent dangereusement la chaleur. Leurs immenses oreilles, riches en vaisseaux sanguins, agissent comme des radiateurs biologiques. En les agitant, ils peuvent refroidir le sang qui y circule jusqu'à 5 degrés Celsius avant de le renvoyer vers le reste du corps. Cependant, leur plus grande force est invisible. Ils vivent dans une société matriarcale complexe, gouvernée non pas par la force mais par la sagesse. La matriarche, la femelle la plus âgée, est une bibliothèque vivante. Dans son lobe temporal, super développé, elle stocke des cartes mentales de sources d'eau, qui n'ont pas été utilisées depuis des décennies.
Quand la sécheresse transforme le Serengeti en un four de poussière et que les autres herbivores meurent de soif, le troupeau fait aveuglément confiance à la mémoire de la matriarche pour les guider à travers des centaines de kilomètres vers le salut. Ils communiquent par infrasons, des grondements à basse fréquence qui se propagent dans le sol et peuvent être ressentis par les pattes d'autres éléphants à plusieurs kilomètres de distance, maintenant ainsi un réseau d'informations secret hors de portée de l'oreille humaine. La matriarche n'oublie jamais où trouver de l'eau, et vous ne voudrez pas oublier où trouver l'action. Activez la clochette des notifications pour posséder la mémoire de l'éléphant et être présent chaque fois que la Terre tremble avec une nouvelle vidéo. Et si la puissance dévastatrice de ces géants vous a impressionné, appuyez sur le bouton « J'aime » avec la même force qu'ils utilisent pour briser les acacias. Faites-vous remarquer dans la savane. Alors que les éléphants redessinent le paysage sur leur passage, ouvrant des clairières dans la végétation dense, ils créent sans le savoir le cadre idéal pour un autre colosse qui n'a pas la diplomatie des géants gris. Dans les herbes hautes et denses que les éléphants ont dédaignées, se cache une bête au tempérament volcanique et au regard implacable. Le buffle du Cap. Si l'éléphant impose le respect par sa taille, le buffle impose la terreur par sa rancœur. C'est le seul herbivore qui ne fuit pas aveuglément face à la menace. Souvent, il choisit la violence préventive. Connu dans le jargon des chasseurs sous le nom de « la mort noire » ou « le faiseur de veuves », cet animal est un tank biologique de 800 kg de muscles purs et de mauvaises intentions. Sa principale défense est une prouesse d'ingénierie osseuse située sur son crâne, ses cornes. Contrairement aux autres bovidés, la base de ses cornes se fond au milieu de son front pour former un boss ou casque continu, un bouclier osseux si dur qu'il peut arrêter une balle de gros calibre et qui rend l'animal invulnérable à une attaque frontale directe. Sa peau est une armure en soie, avec une épaisseur pouvant atteindre 2,5 cm au niveau du cou, conçue pour contrer les griffes des lions. Mais sa véritable force réside dans sa mentalité « tous pour un ». Alors que les zèbres et les gnous comptent sur la probabilité statistique pour survivre, les buffles pratiquent une défense active et brutale. Si un membre du troupeau est capturé, ces cris à l'aide déclenchent une réponse hormonale massive chez le reste du groupe. Le troupeau se retourne et charge comme une phalange spartiate, un mur impénétrable de cornes et de sabots déterminés non seulement à sauver la victime, mais aussi à piétiner et tuer le prédateur. On sait que les buffles traquent et tuent délibérément les lionceaux afin d'éliminer les menaces futures, une stratégie de guerre préventive unique dans la savane. Cependant, les plus dangereux ne sont pas ceux qui font partie du troupeau, mais ceux qui en ont été expulsés. Les vieux mâles, connus sous le nom de Daga Boys, ou garçons debout, qui ne peuvent plus rivaliser avec les jeunes étalons, se regroupent en petites unités de célibataires aigris. Le corps couvert de cicatrices et infesté de parasites, ils passent leur journée à se rouler dans la boue pour soulager les démangeaisons et réguler leur température corporelle. Sans les yeux et les oreilles du troupeau pour les protéger, ces vétérans deviennent hyper agressifs, chargeant sans crier gare tout ce qui envahit leur espace personnel, devenant ainsi l'incarnation la plus imprévisible de la fureur du Serengeti. Dans l'ombre de la fureur blindée des buffles, et profitant du chaos que ces géants laissent derrière eux, un opportuniste beaucoup plus petit mais bruyant fait son apparition. Là où les sabots des Daga Boys ont retourné la terre et exposé les invertébrés, la pintade, ou pintade commune, la patrouille sanitaire du Serengeti entre en scène. Pendant que les buffles se vautrent dans la boue, ces oiseaux à l'allure préhistorique s'agitent frénétiquement autour d'eux. Ce n'est pas une coïncidence. Il existe une relation de commensalisme tendu. Les pintades sont de voraces dévoreuses de tiques et de parasites qui tourmentent les grands bovidés, agissant comme une équipe de nettoyage mobile. Leur plumage, un motif hypnotique gris foncé parsemé de milliers de points blancs,
sert de camouflage dans la lumière tamisée des hautes herbes, rendant difficile pour un prédateur de repérer un individu en particulier au sein du groupe en mouvement constant. Leur caractéristique anatomique la plus étrange est la protubérance osseuse qui couronne leur tête, appelée casque. Ce n'est pas un ornement sexuel, mais une structure hautement vascularisée. Dans la chaleur torride de midi, lorsque les autres animaux cherchent l'ombre, la pintade pompe du sang chaud vers ce casque, où l'air plus frais dissipe la chaleur, agissant comme un radiateur thermique qui empêche son cerveau de cuire. De plus, ses pattes robustes et écailleuses sont conçues pour la résistance terrestre. Elle peut marcher plus de 20 km par jour à la recherche de graines et d'insectes, préférant toujours courir plutôt que voler. Cependant, son rôle le plus crucial dans le Serengeti sans pitié est celui de système d'alarme. Ce sont des créatures perpétuellement nerveuses dotées d'une vision périphérique exceptionnelle. Dès qu'ils détectent le moindre signe d'un léopard ou d'un serpent, le groupe éclate dans une cacophonie de cris stridents et répétitifs qui portent à des kilomètres. Ce cri de panique alerte non seulement leur propre espèce, mais ruine aussi l'effet de surprise des prédateurs pour tous les herbivores à proximité. Ironiquement, bien qu'elles préfèrent le sol, elles possèdent une capacité de vol explosive et verticale grâce à de puissants muscles pectoraux, viande blanche, une adaptation d'urgence pour s'échapper vers les branches basses des acacias lorsque la menace est imminente et mortelle. Le cri strident et hystérique des pintades s'arrête brusquement, remplacé par un silence lourd et électrique qui s'abat sur la savane comme un manteau. La cause de ce mutisme soudain n'est autre que l'ombre allongée du sommet de la chaîne alimentaire, le seul félin vraiment social de la Terre, le lion africain. Alors que les autres grands félins sont des chasseurs solitaires, le lion a évolué pour transformer la chasse en une opération militaire tactique. La meute fonctionne comme un super-organisme. Les lionnes, plus agiles et mieux camouflées, sont les pourvoyeuses, orchestrant des embuscades complexes où chaque individu a un rôle spécifique. Les ailes encadrent et conduisent la proie vers le centre, où les plus grands tueurs attendent cachés. Cette coopération leur permet d'abattre des proies qui dépassent largement leur propre poids, comme le buffle du Cap mentionné plus haut. Leur anatomie est un concentré de force mortelle. Un lion mâle peut peser plus de 200 kg et a une telle densité musculaire qu'il peut briser la colonne vertébrale d'un gnou d'un seul coup de patte. Ses griffes protractiles, non rétractiles, car au repos, elles sont recouvertes de ligaments élastiques pour rester aussi tranchantes que des scalpels, ne se déploient qu'au moment de l'impact pour assurer la prise. Mais son arme la plus redoutable s'active au coucher du soleil. Ses yeux possèdent une couche de cellules réfléchissantes derrière la rétine, appelée tapetum lucidum, qui amplifie la lumière stellaire et lunaire, lui conférant une vision nocturne 6 fois supérieure à celle de l'homme. Dans l'obscurité, le lion ne cherche pas, il exécute simplement. Cependant, le Serengeti sans pitié montre son visage le plus cruel dans la dynamique des mâles. La crinière, cette caractéristique unique du dimorphisme sexuel, ne signale pas seulement la santé génétique et les niveaux de testostérone aux femelles, mais agit aussi comme une cotte de mailles naturelle, protégeant le cou et la jugulaire lors des disputes territoriales contre d'autres mâles. La vie d'un roi est peut-être courte et violente. Si une coalition de mâles envahisseurs bat le mâle dominant, la première chose qu'ils font, c'est de tuer systématiquement les petits. Ils tuent tous les petits de la portée précédente. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste de l'efficacité biologique. En éliminant les petits, ils font en sorte que les femelles soient à nouveau en chaleur en quelques jours, ce qui permet aux nouveaux mâles de perpétuer leur propre lignée avant qu'ils ne soient eux aussi détrônés. Leur rugissement, une explosion sonore de 114 décibels, rendue possible par la forme carrée de leurs cordes vocales, porte jusqu'à 8 km dans la nuit
rappelant constamment à chaque créature, de la gazelle à l'éléphant, qui est le maître de l'obscurité. Si le rugissement du lion annonce la terreur de la nuit, l'aube apporte avec elle un autre type de mortalité, qui ne dépend pas de la force brute, mais de la physique poussée à l'extrême. Alors que la meute de lions se retire pour dormir à l'ombre, la scène est libre pour le guépard, un spécialiste qui a sacrifié sa puissance de combat au profit d'une vitesse pure et suicidaire. Contrairement au lion, dont la musculature massive est faite pour la lutte, le guépard est une structure squelettique légère enveloppée dans une tension aérodynamique. C'est le seul félin qui ne peut pas rétracter complètement ses griffes. Celles-ci restent exposées comme les crampons des chaussures d'un sprinter, s'enfonçant dans la terre sèche pour offrir une traction absolue à chaque foulée. Sa colonne vertébrale fonctionne comme un ressort chargé d'énergie. Lorsqu'il court, elle se fléchit et s'étire tellement qu'à 2 moments de chaque cycle de foulée, aucune de ses 4 pattes ne touche le sol, ce qui lui permet de littéralement voler au-dessus de la savane. Mais cette capacité a un coût physiologique énorme. Sa course est une explosion contrôlée qui pousse son corps au bord de l'épuisement thermique. En à peine 3 secondes, il passe du repos à près de 100 km à l'heure. Son cœur, super gros, pompe le sang comme un moteur de course, et ses larges narines aspirent l'oxygène comme si c'était une question de vie ou de mort. Cependant, il ne peut maintenir ce rythme que pendant environ 400 mètres. Si la chasse dure plus d'1 minute, sa température corporelle grimpe à des niveaux qui pourraient causer des lésions cérébrales permanentes, le forçant à abandonner la poursuite même s'il a sa proie à portée de main. Dans le Serengeti sans pitié, être le plus rapide ne garantit pas la sécurité. Cela garantit souvent le vol. Beaucoup plus léger que les lions et les hyènes, le guépard est constamment victime de kleptoparasitisme. Les prédateurs plus forts attendent qu'il fasse le travail difficile, puis lui volent sa proie pendant qu'il tente de reprendre son souffle, trop épuisé pour se battre. Cette vulnérabilité s'étend à sa lignée. Ces petits naissent avec une longue fourrure blanche sur le dos, qui ne sert pas à se camoufler, mais à tromper. Elle imite l'apparence du blaireau, un animal si agressif que peu osent le déranger. Un déguisement évolutif désespéré pour protéger la prochaine génération de coureurs dans un monde de géants. La nuit tombe et les règles sont sur le point de changer. Si tu as survécu jusqu'à ce point du documentaire, prouve ta résistance. Abonne-toi pour garantir ta place lorsque le soleil se lèvera à nouveau et clique sur le bouton « J'aime » comme un signe de vie face aux prédateurs. Ne laisse pas l'algorithme te traquer, reste vigilant, reste connecté. On se voit à la prochaine chasse. Alors que le soleil teinte l'horizon ouest de sang, la trêve du crépuscule n'est qu'une illusion d'optique. Pour ceux qui ont échappé à la mort aujourd'hui, la victoire est éphémère. À peine un passe-droit temporaire pour se battre 24 heures de plus. Ici, il n'y a pas de fin heureuse, seulement des fins nécessaires. Les os des morts blanchissent déjà sous les étoiles, nourrissant la terre pour la prochaine génération de victimes et de bourreaux. L'obscurité réclame maintenant son tour, et la roue du carnage continue de tourner, indifférente, éternelle et imparable. Car dans ce royaume de crocs et de griffes, souvenez-vous d'une seule chose, le Serengeti ne dort jamais et n'aura jamais pitié.